Ceci est une carte électronique ou autrement appelée PCB. Elles sont hyper pratiques car toutes les connexions sont faites via un circuit imprimé. Le form factor devient professionnel et ça devient très classe top qualité pour énormément de projets. C'est pas si compliqué de les réaliser, de les commander. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ça. Et donc pour illustrer mes propos, punaise, qu'est-ce qui se passe là-dessous? Ah oui, j'ai oublié de vous le présenter celui-là. Allez, viens par là mon petit gars. Ouh. Voilà. Mon nouveau compagnon, mon nouveau Roborock. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, la marque m'a envoyé leur tout dernier modèle, le S7 Max V Ultra, un pack qui contient le robot aspirateur avec une nouvelle station de charge tout en un, très stylé, qui me permet de laver, remplir, vider et nettoyer automatiquement le Roborock. Là, j'avoue, on est vraiment sur un autre niveau d'automatisation parce qu'on n'est plus obligé d'entretenir toutes les 3-4 utilisations, mais plutôt une fois tous les mois. C'est vraiment tip top. Pour revenir sur le Roborock lui-même, ils ont amélioré l'intelligence artificielle. Ça détecte encore mieux les obstacles pour ainsi mieux optimiser la navigation. Ça, on peut le voir sur la carte quand il détecte par exemple des chaussures ou des excréments. Ça évite de passer sur des câbles ou d'aspirer un peu n'importe quoi. En parlant d'aspiration, elle est plus puissante jusqu'à 5100 pascal. C'est quand même le double du S6 Max V que j'utilisais et qui était déjà, je trouve, très efficace. Pour la serpillière, il y a toujours ce système de vibration qui permet de mieux nettoyer. Très content de ce nouveau modèle. On va pas se mentir, c'est un produit cher, mais l'investissement est rentable pour ceux qui ont le budget. Voilà, un grand merci à Roborock. Pour illustrer mes explications, on va réaliser cette PCB qui est exactement comme un bandeau LED relié à un microcontrôleur, sauf que les LED sont disposés en cercle et une fois disposés dans un boîtier imprimé, on a une magnifique lampe connectée qu'on peut très facilement dupliquer en plusieurs exemplaires sans trop d'efforts car le circuit est déjà tout fait, vous l'avez compris. C'est très important de comprendre qu'il y a 3 étapes de conception. La première, c'est le circuit électronique, c'est la partie la moins fun. Ensuite, c'est l'étape PCB, c'est ici qu'on va positionner nos composants et tracer les routes conductrices. Et enfin, dernière étape, l'exportation de nos fichiers et préparation pour passer la commande chez le fabricant. Tout ça se passe sur le logiciel EasyEDA qui est gratuit. Je vous laisse un lien en description pour le télécharger. Nous allons donc passer à l'étape 1. On va donc ouvrir notre logiciel EasyEDA et créer un nouveau projet. Je vais dans Fichier, Nouveau projet et on donne un nom au projet puis Enregistrer. Sur la gauche, dans le premier onglet Projet, on a bien notre dossier avec une nouvelle feuille de créer et je peux la renommer au passage. Et c'est sur cette feuille qu'on va faire notre schéma électrique. Pour ce projet, je vais utiliser un microcontrôleur type D1 Mini qu'on va relier à une suite de LED. Et les LED qu'on va utiliser sont de type WS2812. Ce sont les plus connus car elles sont en RGB, en 5 volts et peuvent être pilotées individuellement. J'en ai fait une vidéo dédiée ici. On peut donc déjà aller chercher ces composants dans la librairie sur la gauche. Il y a un panneau qui s'ouvre et on va chercher WS2812B, puis rechercher. Ce qu'il faut comprendre maintenant est qu'il existe plusieurs classes de recherche. Il y a LCSC qui correspond au stock de JLC-PCB. Le deuxième, celui-ci, correspond aux composants qui peuvent être assemblés par JLC-PCB. Et enfin, les composants réalisés par la communauté. C'est les 3 onglets que j'utilise le plus et qu'il faut retenir. Quand je passe par JLC, je prends l'habitude d'utiliser si possible les composants qui peuvent être assemblés. Comme ça m'évite de tout souder moi-même sur certains projets. Donc dans cet onglet, il y a pas mal de choix. Ce qui est important est de choisir des LED en taille 50-50, autrement dit 5 par 5 mm. C'est le format le plus connu et il faut bien vérifier qu'il y a du stock. Voilà, sinon c'est pas grave. Celle-ci me semble bien. Je la sélectionne avec double clic et on peut l'ajouter sur notre schéma, puis clic droit pour arrêter la sélection. Je m'arrête sur un point important, il faut bien savoir qu'un composant sur ce logiciel et comme sur d'autres logiciels de conception électronique, ça renferme plusieurs choses, notamment un symbole, c'est celui qu'on utilise sur la feuille. Il a aussi une empreinte qu'on utilisera plus tard pour la PCB et aussi une documentation et plein d'autres informations. Ici, notre symbole LED comporte 4 connexions, des in et des out, on suppose que c'est le signal d'entrée-sortie. Le VDD c'est le plus et le VSS c'est le moins. Ce sont des suppositions correctes car c'est assez simple, mais pour en avoir le cœur net, on peut cliquer sur notre composant et on va aller chercher sa documentation.
Je peux télécharger le PDF ici et si je descends un peu, on a un tableau avec les 4 connectiques qui résument bien ce qu'on vient de supposer. Et si je descends encore, on a même un schéma qui nous explique comment brancher plusieurs LED. Donc on va l'utiliser, on voit que c'est pas si compliqué, tous les plus sont reliés au 5 volts, tous les moins sont reliés à la masse. Et donc les LED sont montés en parallèle et c'est le signal d'entrée qui passe par D-in et qui sort par le D-out, etc., etc. Donc on va simplement reproduire ce schéma sur la feuille. Je fais des CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer ma LED. Dans le panneau outils en haut à droite, je vais sélectionner le wire et je vais connecter les D-out au D-in. Et c'est bien important de cliquer sur le bout de la connectique là où ça fait un petit point noir, sinon ça sera pas bien connecté. Et je connecte toutes les masses et le 5 volts. Maintenant, je vais ajouter le D1 mini, donc je retourne dans la librairie, je tape le nom du composant, puis Entrée. Étant donné que c'est pas vraiment un composant mais déjà une PCB à part entière, c'est très rare de le retrouver dans le stock de base de JLC PCB. Là pour le coup il existe, gros coup de chance, par contre plus de stock, c'est dommage. Il faut donc souvent aller dans l'onglet communauté et en choisir un de préférence avec une empreinte pas trop chargé si possible et je positionne ce composant sur ma feuille. Attention, normalement c'est important de vérifier l'empreinte pour être sûr qu'elle correspond au composant réel. C'est fait par quelqu'un, c'est pas officiel. Pour faire ça c'est très simple, je clique sur l'empreinte du composant dans la librairie, j'arrive dans un nouvel espace, je passe mes unités en millimètres et je vais sélectionner l'outil dimension ici en haut à droite et on peut donc mesurer les dimensions que l'on souhaite pour les comparer avec celui qu'on a acheté ou qu'on souhaite acheter si on a sa documentation. Je vais connecter le signal du bandeau LED à une borne digitale du D1 mini, donc ici sur la D2 par exemple. Maintenant, niveau alimentation, on a plusieurs choix. Soit on utilise le 5 volts du D1 mini pour alimenter le bandeau LED, soit on alimente le bandeau LED et le D1 mini en parallèle. C'est le meilleur choix pour éviter d'être limité en courant. Dans ce cas, ce qui serait bien, c'est de choisir une connectique d'entrée pour cette alim. Je vais partir moi sur un port USB-C. Donc dans la librairie, je tape USB-C et là comme pour les LED on se retrouve avec une tonne de propositions et de connecteurs, donc c'est pas facile de choisir selon ce qu'on veut. Quand c'est comme ça, le plus facile c'est d'aller sur l'onglet LCSC Parts où on a une bien meilleure interface pour trouver les composants. Donc là on va dans connecteur puis USB connecteur. Dans le type de connecteur je sélectionne type C. On va choisir aussi femelle et on va partir sur du 2 ampères max. Ça, c'est selon notre nombre de LED. Ici, j'en ai pas plus de 25, donc ça sera entièrement suffisant. Ensuite, je clique sur Apply et je vérifie que le premier en haut de la liste qui apparaît est bien type C en 2 ampères. Ici, c'est le cas. Sur la photo aussi, ça correspond à ce qu'on veut. Maintenant, je vais copier l'identifiant du composant pour le copier dans la barre de recherche de la librairie sur EasyEDA. Il apparaît bien. Je peux donc l'ajouter sur ma feuille. Attention ici, erreur de ma part, je m'en suis rendu compte au montage, j'ai utilisé ce composant uniquement disponible dans le stock mais pas pour assemblage, donc je vous laisse quand même avec une autre référence disponible pour ce service. L'empreinte de ce connecteur USB-C peut faire un peu peur, mais vous allez voir, rien de compliqué. Nous, on veut simplement alimenter notre bandeau et le D1 mini, donc en fait on va relier tous les ports VBus au 5 volts et tous les GND à la masse. Voilà, très simple. Et également, on peut voir des connectiques qui s'appellent EH. Ici, en fait, ça correspond aux 4 petites pattes de la coque métallique du port USB-C pour bien le maintenir sur la PCB. On les branche assez souvent sur la masse aussi, donc c'est ce qu'on va faire. Une fois que j'ai terminé de tout relier, on peut voir que c'est un peu le bazar, on comprend pas trop. Donc pour éviter ce genre de schéma, moi je préfère supprimer tous les fils et j'utilise ce qu'on appelle un port de liaison en haut à droite dans Outils. Je vais en connecter un, mettons, à un des ports VBus de la connectique. Ensuite, je fais un double clic sur le nom et je vais écrire 5 volts. Et je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour le brancher à toutes mes autres connectiques VBus. De cette manière, il y a beaucoup moins de fils partout et tout est bien connecté. Et je vais faire évidemment la même chose pour la masse. Et c'est même plus pratique parce que là, je peux directement utiliser le symbole masse disponible dans les outils. Et il faut bien sûr connecter la masse et le 5 volts au LED. J'avais oublié de faire ça juste avant avec mes câbles. Et puis, on est tout bon.
Ça y est, on a presque terminé le schéma. Je reviens un instant quand même sur les LED. On pourrait les laisser comme ça. Moi, j'aime bien ajouter quand même un condensateur à chaque entrée en parallèle. C'est totalement optionnel si la doc surtout ne le renseigne pas. Mais ça permet tout de même de lisser le courant et d'éviter un possible scintillement des LED qui peut apparaître selon les alimes qu'on utilise de plus ou moins bonne qualité. Donc j'en récupère un de 100 nanofarad dans la librairie. Voilà, c'est l'ordre de grandeur que j'ai trouvé aussi sur d'autres docks. Je vous laisse la ref ici si vous voulez la retrouver. Également optionnel, on peut ajouter une résistance entre 300 et 500 ohms à l'entrée de la data. Ça permet d'avoir un signal moins bruité s'il y a beaucoup de distance entre le microcontrôleur et la première LED. Ici, c'est très proche, donc pas forcément nécessaire, mais ça fait partie des bonnes pratiques pour éliminer tout doute en cas de futurs problèmes. Voilà, ça coûte rien d'en mettre une. Je vous laisse également la ref. Ça y est, cette fois-ci, on peut dire que notre schéma est terminé, mais pour seulement 4 LED, donc on va quand même en rajouter jusqu'à 25. Et attention de bien respecter l'ordre LED 1, LED 2, LED 3, etc. C'est important pour éviter de se perdre par la suite quand on va faire la PCB. Voilà. Et attention, pareil pour les condensateurs. Donc pour avoir un schéma bien propre en sortie, vous connaissez l'astuce, il faut bien utiliser les ports de liaison. Là, c'est ce que j'ai fait pour connecter la data d'une ligne à une autre. Donc là, par exemple, c'est de 6 à 7 et ce port de liaison, je l'ai redirigé ici. Et on a ainsi un circuit qui va de la LED 1 jusqu'à la LED 25. D'une manière bien propre. Voilà mesdames et messieurs ce que ça donne, vous retrouverez cette version dans la description. Je vais aller maintenant dans le gestionnaire de projet à gauche et je vais cliquer sur l'icône Refresh du dossier net. Ça va m'indiquer toutes les erreurs possibles de mon montage. Ici on peut voir que j'en ai une, il y a un de mes ports 5 volts qui est mal connecté. Parfois les liaisons bug un peu, donc quand c'est comme ça, je supprime carrément mon câble et puis je le retrace pour bien connecter mon port de liaison. Et ensuite, tous les panneaux attention dans le reste de mon dossier, c'est simplement pour m'indiquer toutes les connectiques qui n'ont pas été utilisées. Donc ici, c'est normal. Une fois cette vérification faite, on peut aller dans l'onglet Design et convertir le schéma en PCB. On arrive maintenant dans un nouvel espace pour l'étape 2, ça va être le design de la PCB. Donc on nous propose des dimensions par défaut, on va accepter ici, c'est pas grave, on les modifiera après. On se retrouve avec toutes les empreintes de nos composants que l'on va pouvoir positionner où on veut. On peut apercevoir des traits bleus très fins entre les composants, c'est en fait la connexion qui existe entre eux et selon le schéma qu'on a réalisé juste avant. Sur la droite, on peut voir qu'il y a un tableau aussi qui représente les différentes couches de la PCB, vous allez voir c'est très important. Pour faire simple, si je prends mon outil Track et que je suis sur la couche rouge, je peux tracer des routes qui vont être des routes conductrices et quand je clique mettons sur la broche D2, la ligne m'indique jusqu'où doit aller cette route et ça y est, j'ai réalisé une première route conductrice qui sera côté recto de la PCB car on est sur la première couche, la couche rouge. Si je choisis la couche bleue, ça sera sur le verso de la PCB, mais puisque mes LED sont sur le recto, ça sert pas à grand chose d'utiliser cette couche pour l'instant. La couche jaune, c'est ce qu'on appelle ici la sérigraphie, c'est simplement de l'encre qui va être déposé plus tard sur la PCB pour indiquer des choses. Donc en général, ça sert à bien positionner plus tard nos composants si on le fait nous-mêmes, ou sinon c'est juste à titre indicatif pour indiquer quelle connectique correspond à quoi. Enfin bref, vous avez compris. Et la couche verte, c'est la même chose, mais au verso. C'est normal que le texte soit à l'envers parce que c'est de l'autre côté tout simplement. Et pour le reste des couches, ici ça va pas nous être utile. Voilà ce qu'il faut retenir pour l'instant. Pour faire les choses propres, on commence toujours par bien positionner nos composants avant de tracer les routes. Et l'idée pour notre projet, c'est d'avoir les LED en cercle. Donc on pourrait le faire à la main, mais il y a un outil, heureusement qui existe, qui est très pratique. Pour l'utiliser, on fait attention de bien être en millimètres ici en haut à droite. Je vais commencer par sélectionner, mettons, les 14 premières LED. Donc je les ai mises en ligne pour bien me repérer. Et puis je vais aller dans Format, puis Distribute Array, et je sélectionne Circular Array. Et on choisit un rayon ici de 30 mm. Pour l'espacement en degrés, il faut faire 360 divisé par 15, ça va nous donner je crois 27,5 pour que les LED soient parfaitement distribués et puis on peut appuyer sur OK et normalement nos LED seront parfaitement en cercle. On va faire la même chose avec les condensateurs. Donc normalement quand on rouvre notre fenêtre, on a déjà nos paramètres de régler, j'ai juste à appuyer sur entrée. Le problème c'est que mes condensateurs sont sur mes LED et donc ça c'est pas possible, on peut pas souder un composant l'un sur l'autre. Donc on va donner un petit offset pour que ça se décale par rapport au LED
et comme ça on sera bien nickel. Et ici j'ai trouvé que 9 degrés c'est très bien. On peut continuer cette démarche pour les 10 LED suivantes, mais cette fois-ci avec un plus petit rayon de 20 mm. Et on refait encore une fois la même chose pour les condensateurs. La dernière LED restante, l'idée c'est de la placer au milieu. Donc on va simplement aller écrire dans ces coordonnées en haut à droite 0 en X et 0 en Y. Et puis le condensateur, on va simplement le glisser juste à côté. Et pour bien l'orienter, je vais appuyer sur le raccourci R. Et donc pour le faire pivoter de 90 degrés. Et puis comme ça, c'est nickel. La résistance, je la laisse de côté pour l'instant. On verra un petit peu plus tard. Voilà, mesdames et messieurs, une bonne étape de fait. Nos LED sont parfaitement disposés ainsi que nos condensateurs. Avant de placer le reste des composants, on va définir les ports de la carte PCB. C'est le rectangle violet qui est disposé juste au-dessus par défaut. Donc nous, on va le supprimer pour en créer un nouveau. On pourrait très bien le faire à la main en sélectionnant la bonne couche Board Outline qui est ici en violet. Et puis avec l'outil Wire, comme pour les routes, on peut tracer un rectangle qui va englober toutes nos LED. Le problème malheureusement sur ce logiciel, et que c'est assez pénible pour bien dimensionner car on ne peut pas vraiment coter notre rectangle mais plutôt renseigner des coordonnées, donc c'est pas très pratique. Donc on va le supprimer aussi et on va faire plus simple. Je vais aller dans outils puis définir les bords du circuit. On va partir sur l'option rectangle mais avec les bords arrondis. En largeur et en longueur on va renseigner 80 mm et par rapport à l'origine, pour être bien centré, mon premier point va se trouver en haut à gauche à moins 40 mm en X et 40 mm en Y. Et les rayons, on va mettre, mettons, 6 mm. J'applique et on se retrouve bien avec un beau carré qui délimite notre circuit sur mesure, c'est parfait. Je peux maintenant placer mon D1 mini, je pourrais le mettre en plein milieu, mais j'aimerais bien avoir quand même accès facilement au port USB pour le programmer, donc on va le placer au bord de la PCB. Le problème, vous le remarquez, c'est que ça va cacher des LED, donc on va pas pouvoir le positionner sur ce côté de la PCB, mais par contre, on peut le mettre au verso. Pour ça, en haut à droite, on va changer de couche, on va le passer côté cuivre. Mon composant est bien devenu vert puisqu'il est maintenant de l'autre côté. Je le positionne bien en faisant attention à ce que les trous ne viennent pas en collision avec les LED, sinon on ne pourra plus souder le D1 mini. Donc là je fais aussi attention à bien décaler les condensateurs pour pas que ça touche les trous, et puis j'en profite pour déplacer la résistance juste à côté de la connexion D2. Et pour terminer, je vais placer aussi mon port USB-C sur le même bord. Dernière étape, avant de tracer les routes, j'aime bien ajouter des trous dans les 4 coins pour possiblement fixer la carte PCB plus tard. Donc dans les outils, je clique sur trou, j'en positionne un en haut à gauche, je clique dessus et je vais lui donner un diamètre de 4 mm et avec des coordonnées de moins 33 mm en X et 33 mm en Y. Et je répète cela pour les 3 autres coins. Ok, maintenant, mesdames et messieurs, le moment tant attendu pour tracer les routes. On peut le faire à la main comme j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, ou sinon on va utiliser un outil extrêmement pratique, le routeur automatique. Pour ça, il faut aller dans route, puis routage automatique et on peut l'exécuter depuis le cloud ou en local. Ensuite, dans les règles de dessin, ça reste important de renseigner la largeur des routes et l'espacement minimum que peut réaliser le fabricant. Ici, c'est des valeurs par défaut bien ajustées déjà pour JLC PCB, mais si on veut checker pour Next PCB par exemple, qui est mon sponsor un peu en ce moment, bah voilà, c'est 0,06 mm et 0,08 mm minimum. Donc là, on est tranquille avec ces valeurs. On peut cliquer sur démarrer. Quelques minutes ou secondes plus tard, on a nos routes de tracé. On peut voir que c'est pas très clean, c'est l'inconvénient d'utiliser ce routeur automatique, mais ça nous a déjà bien mâché le travail et on va ajuster tout ça. Si on vient cacher un instant les sérigraphies, on voit mieux le circuit, donc on peut voir qu'on en a des deux côtés. Ça permet en tout cas d'éviter des chevauchements de 2 lignes rouges ou 2 lignes bleues et donc d'éviter des courts-circuits. Justement, je m'arrête un instant là-dessus. Vous remarquerez que pour les composants montés en surface comme les LED, on ne peut pas directement utiliser la couche bleue. Si on essaye manuellement, ça ne va pas marcher, contrairement aux composants qui sont soudés via des trous comme le D1 mini, car ça crée un pont conducteur entre le recto et le verso de la PCB et de cette manière on peut relier en quelque sorte le rouge au bleu. Donc si on veut créer ce pont manuellement, c'est possible avec des vias dans la barre d'outils. Donc là dans cet exemple, ça me permet de relier la route bleue entrante à une nouvelle route rouge pour se connecter à la LED. Et si on remarque bien, le routeur automatique nous en a créé quelques-uns et dans les bonnes pratiques,
ainsi que le but est d'essayer d'en avoir le moins possible. On pourrait s'arrêter là sur le routage, cependant on peut quand même essayer de l'améliorer. Pour ça, on peut donc effacer nos tracés dans routage puis annuler le routage et on va changer le sens des condensateurs avec le raccourci R pour éviter au maximum d'avoir des lignes bleues qui se croisent et donc pour éviter d'ajouter des vias. Et en relançant un deuxième routage, on peut voir que c'est déjà mieux optimisé. Moi j'aime bien quand même ajuster quand c'est trop proche de certains composants, même si le fabricant c'est pas un problème pour lui, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait un faux contact. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses, donc n'hésitez pas à éloigner un peu les lignes, surtout quand c'est la masse et le 5 volts qui sont très proches. Voilà, notre PCB est quasi terminé. On peut maintenant agencer un peu mieux la sérigraphie pour être bien propre. Si vous voulez conserver le nom des LED, vous pouvez les laisser, les déplacer. On peut également ajouter du texte en se mettant bien sur le calque jaune et on peut venir écrire par exemple alimentation juste à côté du port USB-C. Pour bien montrer que c'est par ici qu'on va alimenter le circuit. Juste avant de passer à l'exportation puis commander nos PCB, la bonne pratique est de faire un check DRC dans l'onglet gestionnaire de projet. Ça va nous indiquer si nos routes ne sont pas trop proches ou s'il manque des connexions, etc. Donc ici, on a eu un petit souci à ce niveau-là, il y a des croix jaunes. C'est souvent les routes qui sont trop proches. Quand c'est comme ça, moi j'aime bien supprimer ce qu'a fait le routeur et puis refaire à la main et rechecker pour voir si c'est mieux. Et effectivement, c'est mieux. Également, on peut aller aussi dans notre dossier net et si on clique sur la connexion GND qui est donc la masse, on va apercevoir tout le routage de cette dernière et c'est généralement la route la plus longue car chaque composant est relié à cette masse. Donc pour fluidifier au max cette connexion, je vais me mettre côté composant et je vais sélectionner Copper Area. Je choisis la connexion GND et je vais faire plusieurs clics gauche de façon à englober ma PCB et pour terminer ma sélection, je fais un clic droit. Toute notre surface est maintenant rouge et conductrice par rapport à la masse. Ça va permettre, comme annoncé plus tôt, d'avoir un signal le plus conducteur possible et ne pas avoir de perte en intensité sur l'alimentation des composants. Ça y est, cette fois promis, notre PCB est maintenant prête pour passer commande. L'étape 3, on va la transmettre au fabricant sous le format Gerber et si on souhaite utiliser le service d'assemblage du fabricant, on va devoir aussi fournir deux autres fichiers. Donc pour ça, c'est très simple, on va dans Fabrication, puis PCB fabrication et on clique sur Generate Gerber et ça va nous l'exporter sous un dossier zip. Pour extraire la liste des composants, pareil, je vais dans fabrication puis BOM et exporter la nomenclature. Et enfin, pour la position des composants, je vais dans fabrication encore une fois et pick and place et exporter. On a ensuite notre dossier avec tout le nécessaire et on peut ensuite aller sur JLC PCB ou Next PCB et ajouter notre dossier zip qui contient le Gerber. Ensuite, on peut laisser en général tout par défaut. On peut simplement venir sélectionner une couleur que l'on aime bien et on peut sélectionner assemblage si on le souhaite. Si c'est le cas par la suite, ça va nous demander les fameux fichiers qu'on a préparés juste avant. Il faudra bien vérifier que les composants ensuite sont toujours en stock et on peut tout simplement passer commande. 2-3 semaines plus tard, on peut déballer notre petite création. Vous remarquerez que sur les miennes, j'ai ajouté un module TP4056 pour alimenter la PCB via une batterie et la charger directement via le port USB-C. J'ai également un interrupteur et une connectique pour brancher la batterie sans soudure. J'ai volontairement pas ajouté ces composants dans le tuto, sinon ça deviendrait trop long. Mais si vous voulez récupérer cette version, c'est en description. Je suis passé par le service d'assemblage, donc j'ai déjà tous mes LED et mes connectiques d'assemblée. Il me reste plus qu'à assembler et souder mon D1 mini. Une fois que ma PCB est prête, on peut maintenant téléverser un code sur mesure. J'ai une vidéo juste ici qui vous attend, ou sinon on peut installer WLED sur le D1 mini avec une petite impression 3D pour terminer le tout. Ça y est, on a une lampe connectée sur mesure de A à Z avec un circuit professionnel et propre. Donc très simple d'en fabriquer plusieurs rapidement. Pourquoi pas créer une marque, retravailler peut-être un peu mon design de l'impression et puis vendre ça sur une boutique Zyro faite en 5 minutes. Je vous donne des idées, mais voilà. Pour ceux qui le demanderaient, évidemment qu'on peut connecter ces cartes du coup à notre box domotique grâce au D1 mini et créer des scénarios. Bref, vous commencez à voir à quel point on devient peu limité grâce au DIY. Voilà, mon objectif, c'est de vous apprendre tout ça évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, à me lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre mon Discord. Et c'est vrai que je ne le dis pas assez, mais un grand merci à ceux qui me soutiennent financièrement sur Tipeee chaque mois. Un grand merci à vous, mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt. Et un grand merci à Roborock d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ciao!